Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à cet horaire un peu particulier, 13h pour la première diffusion de ce premier bloc Before, émission un peu spéciale où nous avons réuni une fine équipe aujourd'hui. On vous parle de notre invité d'ici quelques instants, mais bonjour Laurent Perroton. Bonjour. Bonjour Christian Ponty. Bonjour. Bonjour Michael Ngoy. Bonjour. Et l'invité. Bonjour Christian Dubé. Bonjour. J'espère que vous allez prendre du plaisir en notre compagnie. C'est pas toujours évident parce que ces messieurs ne sont pas forcément des journalistes comme on a souvent le cas dans les podcasts, mais ce sont aussi des entraîneurs, ce sont des spécialistes et parfois les questions sont assez pointues. Et on attend alors donc des réponses pointues. Christian Dubé, comment ça va? Ça va, c'est bien. On a eu quelques jours de congé après nos deux matchs en 2 soirs et puis je pense dans notre situation actuelle, ça va faire du bien à tout le monde. Alors la situation actuelle, on va beaucoup en parler. Je dois vous avouer que lors de la dernière émission, nous avions conclu en disant, j'avais demandé à chacun quelle est la question que vous aimeriez poser vraiment à Christian Dubé. Alors on fera le tour de table tout à l'heure. On va peut-être quand même commencer avec notre coach, c'est Laurent Perroton. Ce Fribourg-Gotteron, on le dit depuis de nombreuses semaines, joue pas mal, mais ne marque pas, résultat, déception. Oui, alors, on n'invente rien, mais venir un petit peu sur les 3 matchs de la semaine précédente. Moi, j'ai vraiment adoré le premier tiers à Bienne. J'ai, dans l'intensité, dans les émotions contre Berne et contre Davos, j'ai trouvé un bon match aussi, une très bonne équipe en face. Je les ai trouvés dominants contre Davos. Moi, Christian donnera son avis, mais moi, ce que j'ai dit, c'est que l'équipe, elle manque de confiance. Mais par contre, je trouve que Connor Hughes, on en a beaucoup parlé, et je trouve que dans les moments décisifs, il n'a pas été très performant. Je m'explique. Contre Bienne, pour moi, dans la lecture de jeu, j'aime bien les gardiens qui lisent le jeu. Vous savez que je suis un grand fan de Giannoni. Le goal de Rayala, il met un méga shoot, mais il n'y a personne. Les défenseurs n'ont pas le gap, il doit avancer. Le dernier goal contre Davos, Stransky, je pense son déplacement, il peut être un peu rapide, un peu plus agressif. Et puis contre Berne, le premier aussi. Donc, du coup, ça met quand même l'équipe en difficulté lorsqu'elle ne marque pas. Et je trouve que c'est très, très sévère sur l'ensemble de la semaine de se retrouver avec 3 défaites. Voilà, ça fait beaucoup de choses en une seule phrase. Christian Dubé, une première réaction? On voit qu'il a été coach, donc honnêtement, ça me rassure. Hein. Non, mais j'ai exactement le même ressenti. Donc, je trouve que c'est très sévère cette semaine. Après le match de Langnau, on s'était pas vraiment présenté. Les gars ont une superbe réaction à Bienne. Très bon premier tiers. Puis après, malheureusement, on se présente pas les deux derniers où ça a été difficile. Puis encore une fois, une réaction contre Berne. On a quand même dominé, je pense, Berne. On dit un gardien doit faire les arrêts clés. Connor était très bon depuis qu'il a pris le rôle de Reto. Puis on voit dernièrement, c'est un petit peu plus difficile. Davos, la même chose. Très belle réaction de l'équipe encore une fois. Les gars avaient le moral dans les talons après le match de Berne. Le lendemain, on joue à Davos, on se présente, on joue bien. On est encore à quelques minutes de remporter ces 3 points. Puis voilà, on n'arrive pas. Donc, mauvaise pénalité en fin de match, 2 matchs de suite. Et puis, ça pardonne pas. On sait quand tout va bien, puis quand ça va mal, c'est comme ça. Donc, Je voudrais juste rajouter sur la pénalité, là. Je rebondis sur ce que vient de dire Christian. Et ça s'est passé à Bienne aussi. À Bienne, du coup, il y a Haas qui déborde. Là, on doit prendre une pénalité, on la prend pas. Hughes prend le but. Peut-être qu'indirectement, j'ai pensé directement à ça. Moi, quand Diaz il prend la pénalité, à Bienne, là, on prend ce goal-là parce qu'on laisse Haas aller au filet. Donc, le côté mental... Michael a fait une grande carrière de joueur, il pourra en parler, mais
c'est tellement difficile d'être dans le bon ou dans le mauvais. Et ce qui est vraiment frustrant à Fribourg en ce moment, c'est que ça joue sur vraiment des petits détails. Et du coup, ça t'emmène dans la non-performance au niveau de l'efficacité offensive parce que tu doutes lorsque tout rentre et lorsque derrière c'est plus solide, on arrive à avoir des solutions. Christian Ponty, vous les voyez ces petits détails ? Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, je trouve que spécialement sur le match de Davos, vous êtes mal payé parce que je pense que vous avez dû gagner le match. Après, sur Connor Hughes, c'est vrai, lecture de jeu peut-être à la fin, il se loupe un peu, mais il faut aussi dire un truc, c'est qu'il a beaucoup joué. Et puis que vous avez eu le courage de ne pas aller chercher un gardien, ce qui était un sacré pari. Moi, franchement, chapeau là-dessus. Et puis ensuite, voilà, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien, surtout le système défensif. La défense est top. Vous êtes un peu en panne au niveau des attaquants. Et je pense que le jour où ça déclenche de l'autre côté, vous êtes top 6, à mon avis, sans problème. Troisième vision, celle de Michael Ngoyi. Ouais, alors moi, ce que je vois, c'est que, après, peut-être, j'ai pas beaucoup d'informations de l'intérieur du vestiaire. Peut-être Christian pourrait nous dire un peu plus, mais au niveau du leadership, je sais pas comment ça se passe, parce qu'on sait que c'est extrêmement important dans une équipe. Je crois que l'année passée, ça se sentait. J'ai beaucoup suivi l'équipe, on sentait vraiment une certaine leadership. Bon, c'est vrai que vous avez perdu Dido, il en a porté en tout cas sur la glace. Mais sinon, c'est vrai que défensivement, ça marche super bien. Connor Hughes, on va pas lui jeter la pierre parce que honnêtement, je suis le premier surpris toujours quand j'ai vu qu'on lui laissait sa chance. Je me dis, ça risque d'être difficile. Puis vraiment énorme surprise. Donc du coup, on va lui laisser passer à côté d'un ou deux matchs. Je crois qu'il fait un travail incroyable. Et c'est vrai qu'au niveau, je pense, si on regarde aussi le classement au niveau des classements individuels, au niveau des compteurs, je pense qu'au niveau des étrangers, il y en a qui ne livrent pas la marchandise. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de Kokkanen, Sorensen, on lui laisse encore un petit peu le bénéfice du doute parce qu'il a été blessé, donc on attend un petit peu qu'il récupère du rythme. Mais c'est vrai qu'on regarde le top du classement, 17 points, 17, 16, 14, alors qu'il y en a qui sont déjà à 30. Je pense qu'on en attend un petit peu plus. Jacob Delarose, on s'attendait qu'il fasse pas beaucoup de points. Défenseur étranger. Ça viendra plus tard. Ouais. Un joueur de play-off. Voilà. Donc aussi offensivement, je pense que il y a certains joueurs qui sont en dessous. On va pas non plus comparer par rapport à l'année passée parce qu'on savait qu'il y avait des joueurs qui étaient au-dessus de leur performance. On savait qu'à Marchand, il n'allait pas remarquer 20 goals. La ligne Valser-Jorg l'année passée qui a été extrêmement productive. Je pense que est-ce que tu t'attendais qu'elle soit autant productive ? Je ne pense pas. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il faut absolument plus compter sur ses leadership dans le vestiaire, sur la glace, mais surtout sur la glace, parce que c'est vrai qu'au niveau comptable, pour moi, pour une équipe du top 6, il manque un petit peu quelque chose au niveau offensivement. Bon, alors là, on a le menu de la discussion. Il y a un nom qui est revenu dans les trois bouches de ces trois messieurs, c'est d'abord Connor Hughes. On a relevé votre courage, finalement, mais est-ce que c'est du courage ? Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est une tentative ? Quel était votre sentiment au moment où vous avez su que Reto Berra ne pouvait pas assumer sa place devant les filets ? Panique au début. Je comprends. Non, pas panique, mais je pense que Connor, il méritait sa chance parce que ça fait quand même 3 ans qu'il travaille avec David. On voit une évolution. C'est un grand gardien, gros, prendre la place dans le goal. Donc, à un moment donné, soit tu donnes la chance au gars ou il n'aura jamais sa chance. Donc on s'est dit, regarde, on va y aller pour quelques matchs, voir comment ça va, 1 semaine, 2 semaines. Et puis moi, pendant ce temps-là, je sondais le marché aussi. Donc j'ai eu quelques noms. Quand lui a livré la marchandise, après j'ai eu la chance de signer, d'avoir Victor Rask. Donc je me suis dit, OK, on va aller avec Connor, on a dû prendre une décision et puis on en est là aujourd'hui. C'est toujours facile après de se lancer des fleurs aussi, ça aurait pu mal tourner aussi, mais voilà, on a analysé différentes choses avec David Ebicher qui m'a dit, écoute Christian, je pense qu'on arrive à s'en sortir de la manière qu'on joue défensivement aussi. Les gars sont très regroupés, on donne pas beaucoup de shots, on donne pas beaucoup de shots du slot non plus. Donc je pense que ça joue aussi en sa faveur à Connor. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec Connor Hughes devant les filets, Gauthieron joue peut-être un peu plus discipliné que si c'était Reto Berra, ce qui expliquerait finalement les louanges que l'on a par rapport à votre performance défensive en général? Je pense que oui. Je pense que les gars, au début, au début, c'était les gars faisaient un petit peu plus attention au troisième homme, défenseur aussi, pinché, donc différentes choses qui font que Connor aussi faisait le job, mais paraissait bien.
Et maintenant, je pense que c'est rendu une normalité. On a Connor, on revient à notre jeu, on veut que les gars suivent l'attaque, les défenseurs suivent l'attaque. Donc maintenant, je te dirais pas que les gars voient Connor comme notre numéro 1 présentement. Moi, je voudrais rajouter le premier tiers à Bienne. J'ai adoré la façon dont vous avez joué dans l'agressivité lorsque vous n'avez pas le puck au niveau du pressing, mais surtout lorsque vous aviez le puck. J'ai vu des défenseurs descendre, permuter. C'était vraiment très, très impressionnant. Et à la fin, il y a une défaite. Quand tu regardes le premier tiers, tu éteins la télé, tu dis c'est pas possible, ils vont leur en mettre 15. Donc c'est vraiment un problème mental parce que dans la jouerie, dans ce qui s'est fait, et juste rajouter sur les performances offensives, ce que disait Mika, moi, mon avis, c'est aussi le fait d'avoir dilué le temps de jeu parce qu'on a passé à 6 étrangers. On a pris un joueur emblématique, Berchi, et du coup, il faut assimiler tout ça au niveau des joueurs suisses, notamment les jeunes joueurs fribourgeois formés ici qui ont fait une grande saison l'année dernière. Et du coup, je crois que c'est aussi pour Christian et puis le staff, la gestion de l'effectif est complètement différente à mon avis. Quand tu as surperformé quand même, parce que je pense qu'il y en a qui ont surperformé l'année dernière et puis que du coup il y a des nouveaux arrivés avec des joueurs de talent, du coup c'est un peu plus compliqué. Et quand on parle de leader, nous on va souvent à Genève, on va à Genève jouer. Noah Rod, c'est pas un mec qui fait des points, mais lorsque ils ont joué contre Berne et puis qu'il y a un gros check à aller mettre, il va le mettre. Lorsqu'il faut prendre la parole dans le vestiaire ou devant les médias, il met vraiment beaucoup de pression. Et du coup, c'est peut-être ça aussi où là, on sent un petit peu de fragilité à ce niveau-là. Je rejoins exactement Laurent sur ce que disait Michael. Nos gars performent moins aussi parce qu'on joue beaucoup à 4 lignes. Si vous regardez, j'ai pas un attaquant qui joue plus de 19 minutes, qui est David Desharnais. Sinon, c'est tout du 15, 16, 17. J'ai pas de joueur qui joue, à part Gunderson et Diaz, qui joue 20 minutes. Donc, en ayant moins de temps de glace, je prends un Kylian Motet l'année passée qui jouait 1 minute et demie, 1 minute 40 sur le powerplay. Exactement. C'est comme ça. C'est du hockey moderne. Si je prends les grosses équipes qui sont champions depuis les dernières années, t'as pas de joueur, peut-être Kovar jouait 20 minutes et quelques, mais sinon, c'est tout le monde, c'est un peu moins. Donc, je l'ai dit en début de saison, c'est la gérance de l'humain qui est compliquée pour nous cette saison avec 6 étrangers. Un joueur qui est habitué. C'est ça, donc, après, je dois faire comprendre aux joueurs que vous voulez quoi. Vous voulez performer performance personnelle ou performance de groupe. À la fin, tu es peut-être gagnant sur jouer un petit peu moins, avoir des moins bonnes stats, mais d'aller plus loin, d'être plus frais. On prend l'exemple de quelques équipes qui poussent beaucoup sur leurs étrangers et tout, mais à la fin de saison... C'est pour ça que je parle de hockey moderne, c'est clair. Tu peux bosser comme ça, puis tu dois arriver franc en play-off. Mais quand tu es joueur, c'est pas facile parce que moi-même, je voulais jouer mon 20 minutes. Puis, exactement, donc je me disais, purée, je vais être sur la glace et tout, mais... Maintenant que tu es coach, tu dois faire essayer de comprendre. Mais ça, c'est aussi un problème parce que finalement, c'est un sport d'équipe. Mais à la base, tu joues pour toi. Donc, moi, j'en ai vu des joueurs où tu finis le match, tu as perdu 6-2. Donc, on a des exemples. Là, le joueur a marqué 2 goals. Malgré la défaite, il sort avec la banane. Donc, il y a des personnalités aussi à gérer. C'est vrai que maintenant, avec 6 étrangers, on doit un petit peu gérer le tout. Mais la gestion de l'être humain du joueur est difficile parce que forcément, lui, pendant le match, il va chercher qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que lui il va apporter à l'équipe, et puis il veut du temps de jeu, il veut qu'on lui donne quelque chose, mais finalement l'entraîneur doit l'utiliser pour le bien de l'équipe, et puis ça se trouve pour le bien de l'équipe, il faudra qu'il joue un petit peu moins. Donc gérer toutes ces choses, c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien, mais c'est dans le discours du coach, et du staff. Si tu as un poil réfléchi comme joueur, aujourd'hui, quand tu observes les équipes, si tu as moins de temps de jeu mais que l'équipe va loin, tu vas sans doute peut-être, si tu es joueur suisse, être en équipe nationale. Le fait d'être en équipe nationale et d'aller plus loin, tu as des primes, tu as des bonus, tu as des contrats qui se renégocient à la hausse, etc. Donc ça reste quand même un sport collectif. Et aujourd'hui, on est en plein... je vois l'évolution, moi j'ai 50 ans, je vois l'évolution au cours des années. Je suis choqué sur comment on doit traiter aujourd'hui l'athlète. À l'époque, il y avait un coach, c'était comme ça, point. Là, aujourd'hui, c'est de l'individualisation. Et franchement, quand j'entends que les coachs ils disent en National League, on dort peu, mais je comprends. Parce que tout le monde a parlé de Di Domenico, mais Di Domenico, c'est un super joueur, mais à gérer. Si tu as 22 Di Domenico, mon pote, là, t'es pas bien. Bien. Oui, mais j'ai quand même envie de dire que si Christian Dubé peut-être ne dort peut-être pas très bien, c'est peut-être aussi parce que Di Domenico n'est plus à Fribourg.
Écoute, Dido, si tu regardes le côté offensif, c'est un joueur extraordinaire. Par contre, défensivement, il peut coûter beaucoup aussi. Je l'ai coaché 2 ans. Il a eu ses 2 meilleures saisons offensives. C'était magnifique, mais je peux vous dire, j'ai eu mes batailles avec lui aussi. Ça n'a pas été simple, donc... C'est clair, ça se voit. C'est un todélique, c'est en puissance. Là. Je veux juste rajouter, Dido, c'est exactement le problème qu'il y a eu un petit peu à Joie avec De Vos. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va à l'offensive, qui revient... en espérant qu'on va récupérer le puck, et puis si d'un coup il y a une offensive qui prolonge qui prolonge son temps de jeu, ça c'est le premier point. Mais en plus, avec l'effectif que tu as à disposition, si tu as un Dido qui va essayer de chercher ses 24-25 minutes de temps de jeu, tu dilues encore les autres. Là, ton effectif, et moi je suis l'un des consultants à dire c'est une très bonne chose qu'on n'ait pas gardé Di Domenico par rapport à l'effectif actuel à Fribourg. Ouais, et puis c'est le fameux vivre ensemble, parce que quand tu as toujours un gars qui fait la gueule dans les gradins, puis c'est un turnover à gérer, c'est infernal. C'est ça. Quand tu parles là-dedans, les équipes qui vivent bien, c'est justement quand tu as un taux de jeu qui est correct pour tout le monde. Parce que... Et c'est pour ça qu'à Genève, ça se passe très très bien, parce qu'ils en ont 5. Bah, et ça, Gauchi, il est venu à notre émission, il nous a dit mais nous, les étrangers, ça va. Et du coup, ça dilue un peu le temps des étrangers, puis ça donne les joueurs suisses avec du temps de jeu. Je pense qu'ils ont fait comme vous pour le gardien, ils ont attendu, puis ils ont vu que ça se passait bien, ils ont continué. Après, t'es content, hein. Tout le monde joue, c'est facile. Ah, c'est clair. Mais pour Dido, moi j'avais une très bonne relation avec lui, j'étais très honnête, et puis j'avais une chance qu'il me respectait, il nous respectait avec Pavel et David. Donc, est-ce que j'aimerais bien qu'ils soient encore à Fribourg au point de vue offensif et tout, parce que c'est une bougie d'allumage, mais je le répète que même en play-off, j'étais à un poil de... Mais que ça pète aussi. Ça donc, mais c'est un joueur extraordinaire. Mais c'est ça qui fait sa qualité aussi, c'est qu'il est intense. Oui, puis il mange les bandes, il veut le puck, il veut, c'est magnifique, vraiment magnifique. Ça peut marcher sur une saison comme avec 4 étrangers, avec, tu sais, c'était une première saison où il y a des joueurs qui ont surperformé, qui ont fait comme Marchand par exemple, mais quand tu as fait demi-finaliste, que tu es ambitieux et qu'on passe à 6 étrangers, que tu as un Berti qui arrive, qui est un joueur international reconnu, attention, là l'équilibre il devient extrêmement fragile et on voit des équipes du coup qui marchent moins bien, mais c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de gestion de vestiaire, de performance individuelle, de penser à soi et pas à l'équipe. Alors question du B, vous avez compris le principe, ici il y a 3 spécialistes et puis moi je suis un petit peu la voix du supporter, c'est beaucoup plus basique. Donc ma question basique, la voici. Quand on dit qu'aujourd'hui on n'a pas remplacé Di Domenico, faut pas voir ça sous cet angle-là en fait. C'est 2 choses complètement différentes. Alors moi je l'ai dit qu'on allait perdre Dido, on perdait quelque chose. Par contre, on allait voir un Fribourg-Gotteron différent. Tu remplaces Dido par d'autres joueurs, d'autres personnalités. C'est ce qu'on voit présentement. Alors, elles sont où les personnalités ? Pardon ? Qui sont les personnalités aujourd'hui ? Ben, les personnalités. Et qu'on voit pas trop. Non, mais je vois un Dido, on l'a remplacé par Sorensen, un gars comme Kuokkanen qui est arrivé. Donc, tu remplaces Christophe Berchi qui est arrivé aussi, qui est un joueur suisse international qui a un gros impact pour nous dans le vestiaire aussi. Donc, prendre la place, on voit. Ouais, ben oui, donc faut que tout le monde prenne un peu leur place. On est à mi-saison. Mais c'est ça. Et puis nous, on a vu Sorensen, c'est un joueur extraordinaire. Oui. Si ça se met à rentrer, ça peut faire très mal. On l'a vu au Kayak. Il était exceptionnel. Non, il commence là, même contre Berne, il te fait un truc de nulle part. Super move, ouais. Donc, faut lui donner son temps aussi. Quand il a recommencé, il était pas encore à 100%. Il veut bien faire. Kuokkanen, c'est un gars qui est très timide, mais il a un talent incroyable. Et puis, comme je l'ai dit, après, tout est dilué présentement. Donc, j'aimerais qu'on marque 1 ou 2 goals de plus par match. Et je suis pas très inquiet, mais pour moi, c'est le côté défensif qui est important, parce que je sais que quand les games sont serrés, on est là, puis on va arriver à stepper up. Pour moi, personnellement aussi, puis on le dit depuis le début de la saison, c'est vrai que Fribourg a un petit peu une saison en dents de scie, mais chaque fois au micro, on l'a toujours dit, on n'est pas inquiet pour Fribourg. On ne l'est pas parce qu'on sait qu'il y a un potentiel, on sait que l'équipe elle est bien gérée, on sait qu'il y a un bon staff, on sait qu'il y a une bonne structure. Et on sait, moi je préfère aussi voir une équipe qui va crescendo, parce que là on voit qu'il y a énormément de potentiel et puis qu'il n'est pas encore exploité. D'ailleurs, c'est le risque de Genève. Il performe tôt, attention, les playoffs, c'est une autre saison. Absolument, donc on sait qu'il y a une énorme marge de progression, on sait qu'on attend de certains joueurs qui sont bons et puis qui n'ont pas encore montré, mais qui vont éclater.
Donc je préfère avoir une équipe comme à l'époque on savait qu'il y avait un Bern ou un Zurich qui finissait 7e à la fin du championnat régulier et puis que personne ne voulait les attraper pendant les playoffs et puis qu'on finit, alors je dis pas qu'ils vont gagner le titre, mais qu'ils ont fini très très haut à la fin des playoffs. Donc moi je préfère voir quelque chose. C'est vrai qu'on dit Fribourg joue bien et vous êtes rarement passé à côté d'un match. Après c'est vrai qu'il n'y a pas ce petit côté facteur chance que vous aviez l'année passée, mais il y a quand même beaucoup de positifs. On va dire que sur le dernier week-end vous perdez 5 points sur 4 minutes de jeu. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Hein. C'est 56 belles minutes de jeu, mais 4 minutes où voilà, on perd 5 points. Donc, malgré ça, c'est vrai finalement, c'est quand même les points qui comptent. Hein. C'est pas tellement la manière, mais combien. Mais là, on peut quand même dire que vous proposez quelque chose de très très bien et que je pense que le meilleur est à venir. Moi, je veux juste rajouter la constance. Ça va venir avec le temps. Trouver l'amalgame entre les trios, ça, c'est ton grand problème. Et une fois que ça sera trouvé, on parle pas de ça, mais Berra, il va peut-être revenir dans la saison. Si tu as un Berra en grande forme, ton système défensif en place, et puis que les joueurs comme Sorensen, parce que eux, ils vont retrouver la forme par le biais de la fréquence des matchs et des temps de jeu, 1 ou 2 goals, la confiance. Puis si tous tes joueurs suisses retrouvent leur niveau la précédente saison, pas peut-être à 100%, mais même à 90%, et sur le papier, avec derrière... C'est pour ça que je vous dis que je me fiche un peu du classement actuel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, je maintiens qu'aujourd'hui... Non, mais je suis d'accord avec vous sur le classement, mais au moins être dans les 6 pour éviter de la fatigue et puis de la pression inutile. Bon, c'est sûr qu'on a dit qu'on va être dans les 6, c'est notre objectif de début de saison, mais il ne faut pas oublier qu'on est 10 ou 11 équipes à se battre pour c'est tellement serré. Regardez le line-up de Lausanne, de Lugano. Je veux dire, il y a du talent énorme aussi. Donc, Fribourg, depuis maintenant 3 ans, je pense qu'on va quand même en crescendo. Mais à un moment donné, des fois, je veux dire, tu peux pas tout le temps. On a fini 7e, on n'a pas joué les playoffs à cause du COVID. On a fini 3e, on a fini 2e. Je veux dire, à un moment donné, tu peux avoir une saison où ça peut être un peu plus compliqué. J'aime mon équipe, mais je pense que tout le monde aime leur équipe. On a augmenté, toutes les équipes ont augmenté en talent, ont plus de profondeur. Donc voilà, on a tous un peu ce problème tout le monde, la qualité a augmenté partout. Mais moi je trouve qu'il est intéressant, c'est que vous avez une équipe, une vraie équipe, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs. Cohérente. Voilà, c'est ça. Et puis déjà dans l'ambiance d'équipe, tu vois, je parlais de la Vallée, mais c'est vrai, tu voyais, c'était encore une équipe. Ensuite, vous, si vous arrivez à tirer plein rendement on time, et puis qu'un Berra, il arrive en forme et frais dans la tête parce qu'il n'aura pas fait ses 45 matchs, ça peut faire mal. Mais ça fait beaucoup de si toujours. Ouais, donc, exactement. C'est vrai. Ces derniers temps, vous avez eu... alors, expliquez-moi, ces derniers temps, il y a eu quelques sorties médiatiques. Là, c'était quoi ? C'était de la décoration ? C'était quoi ? Lesquelles ? Les vôtres. Vos coups de gueule qu'on a... Mes coups de gueule sont... je pense que... Mes coups de gueule sont là quand sont mérités. Je veux dire, je suis pas un gars qui aime gueuler, je suis une personne très intense, émotionnelle. Quand je vois que les gars ne performent pas, mais ne donnent pas ce qu'ils ont à donner sur la glace, ça me dérange énormément. Alors c'est ça, moi je voulais venir à ça. On a beau avoir une bonne équipe, mais elle ne vous donne pas elle ne vous donne pas ce qu'elle devrait donner. Non. Ça vient de quoi ça ? Parce qu'on a l'impression de voir des gars qui bossent, qui en veulent, qui tirent la gueule quand ils ratent une occasion, qui ne marquent pas. On peut comprendre qu'ils tirent la gueule, mais ça vient... Je veux dire, à un moment donné... Je pense que... Je vais vous dire, honnêtement, plusieurs directeurs sportifs et coachs ont le même problème dans les ligues, c'est que tu as des joueurs qui sont satisfaits assez rapidement. On a un Fribourg que depuis 3 ans va crescendo. Puis tu as des gars qui sont contents de la saison qu'on a eue l'année passée, des playoffs qu'on a eu l'année passée. Puis t'inquiète pas, Christian, ça va revenir, on va être correct. Peut-être, mais peut-être pas. Puis c'est pour ça que tu secoues le prunier. Hein. Puis quand je vois qu'on joue un tiers à Bienne incroyable, puis on perd le match, je veux dire, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce qu'on se présente pas. On pense que ça va aller, qu'on va gagner 10-0. Tu joues à Langnau, tu prends les gars de haut, tu te présentes pas pendant 40 minutes, puis tu joues le 3e tiers, puis t'en marques 3, puis t'égalises. On perd le match à la fin. Mais on mérite pas, je suis désolé, les gars. La Ligue est rendue trop bonne pour jouer 20, 30, 40, 50 minutes. Donc, ça me dérange. Michael, t'as joué avec moi. Je pense que comme joueur, j'étais un gars qui est intense, qui me donnait aux entraînements comme je me donnais aux matchs. Et puis, j'attends la même chose de mes joueurs. Puis, j'ai beaucoup de peine avec les gars. Suffisance. Exactement. Ouais. Et puis, mais c'est pas que Fribourg. Hein. Ouais, plusieurs équipes. J'allais dire, Genève, ils se mettent des fois, premier tiers incroyable, et derrière,
il coupe les gaz, mais parce que c'est des fois humain, tu peux pas jouer, mais par contre, tu dois faire réagir. C'est ça qui est Mais compliqué. la différence, c'est qu'ils gagnent leur match. Ouais. C'est Ouais, ça, mais c'est parce pour qu'ils ça ont, qu'ils s'énervent. Ils s'en sortent souvent au talent individuel, c'est ça. Donc, je suis pas un gars qui va être devant les médias, qui vivra. Je veux dire ce que je pense, je le dis dans le vestiaire, les gars, je leur dis exactement la même chose. Donc, peut-être que ma manière est différente ou on n'a pas l'habitude, mais je veux dire. Ouais, mais en fait, des fois, tu essaies de faire passer un message aussi sur le moment, je pense, avec l'émotion. Enfin, Oui, mais des fois aussi, je suis plus calme que j'étais, mais des fois, ça pète aussi. mais parce que, par exemple, rappelle-toi, Del Courto aussi, il était capable de te péter les plombs. Avec Hoffman, rappelle. Enfin, je sais pas pour faire un parallèle, mais c'est juste pour dire que si t'es émotif au bout d'un moment. Mais tu dois juste faire attention, parce qu'à un moment donné, les joueurs aussi vont. Ils vont se tanner, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Le fait d'être un peu trop critique, ça peut nuire à un coach. Quelle relation vous avez avec les joueurs aujourd'hui? Je suis très proche des joueurs. Je suis souvent dans le vestiaire. J'essaye d'être un père, un frère, un ami. Mais après, je prends des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde, malheureusement. Mais j'essaye toujours d'expliquer. Et mon bureau est tout le temps ouvert. Et les gars peuvent venir. Je suis ici toute la journée. Je suis dans le gym avec eux, dans le vestiaire, partout. Donc, je pense que je suis quand même une personne très ouverte et j'aime le discours avec les gars. J'essaie d'être le plus honnête possible. Puis des fois, il y a des choses que tu dis qui font pas plaisir, c'est clair, mais... Ouais. Alors, expliquez-moi un truc concernant les étrangers. Je reviens avec mes questions de supporters. La productivité des étrangers est quand même très faible par rapport aux années passées. Laurent Perroton nous avait sorti quelques chiffres, voici 2 ou 3 émissions. Ce n'est pas... Juste pour préciser, les chiffres que j'avais sortis, c'était à mi-saison. Entre les joueurs étrangers et les joueurs suisses, il y avait 50% de goals en moins. Oui. Tu sais, j'avais fait un comparatif. Oui. Voilà. Et vous l'interprétez comment? Alors moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que si j'ai des joueurs suisses qui arrivent à marquer des goals, j'ai des Motet, Berchi, Sprunger... Sauf qu'ils ne marquent pas. Ça dépend, ils ont quand même 8 goals. Christophe a 8, Kylian a 8 aussi. Berti, il va pas mal. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. J'aime pas être dépendant de 2 ou 3 joueurs de mes étrangers. C'est dangereux, c'est clair. On regarde les équipes. Si vous regardez le classement des marqueurs, souvent, les top joueurs, c'est des gars qui sont dans les équipes un peu plus dans le bas de classement, parce que ces gars jouent. On regarde dans le temps, les Ambry, les Langnau, ils avaient tout le temps des gars dans le top parce qu'ils jouaient énormément, puis ils étaient dépendants. C'est quoi le pourcentage de goals des étrangers de Langnau? C'est 70%. Exactement. Donc voilà, un Zug, un Zurich n'est pas dépendant autant de ses équipes. Ce qu'on avait dit en début de saison, l'équipe qui va aller le plus loin, c'est l'équipe qui va justement pas être dépendante de ses étrangers, qui va avoir des très bons étrangers qui performent, mais avec des joueurs suisses qui performent. Et aussi la régularité sur le fait de pas trop perdre de points contre le bas de tableau. Voilà ce qu'on avait dit. Ben, c'est exactement ça. Puis si on regarde l'année passée, quand on jouait en play-off contre Lausanne, on se disait si on arrive à neutraliser ses catchs et sa ligne, on a des bonnes chances. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc, si moi, on me prend la ligne à Desharnais, on arrive à la neutraliser, ben j'espère que j'ai la ligne à Sandro Schmidt, puis j'espère que j'ai la ligne à Delarose avec Berti ou Motet. Donc c'est plus difficile. Puis après, j'ai encore Valsa, qui est comme 4e ligne. L'année passée, ils étaient ma 3e ligne. Ils ont surperformé, oui, mais ils jouent aussi beaucoup plus. Les gars jouent présentement 10-11 minutes par match. L'année passée, on jouait 15, 16, 17. Donc c'est énorme. C'est une grosse différence, c'est tout un ajustement pour tout le monde, et je le répète, c'est pas seulement pour Fribourg. Ouais, puis juste pour revenir sur les playoffs, typiquement Christophe Berchi, c'est un joueur de playoffs, Delarose, donc c'est des gars, s'ils répondent présents avec le profil qu'ils ont... Mais il faut les faire, les playoffs. Je suis d'accord. Non mais... Il faut se projeter un minimum, parce qu'autrement... Le fait que Desharnais soit le top scorer, ça vous pose pas un problème particulier par rapport à la qualité des autres étrangers? Ben non, mais David, l'année passée, il a eu sa meilleure saison en carrière, donc j'ai aucun problème avec ça. Tant mieux s'il est encore performant à son âge, mais on est quoi? La même chose pour Philippe Poula. Incroyable. Mais regarde Brian Gunderson, 37 ans chez nous. Incroyable. Moi, je savais même pas qu'il a cet âge-là. Je croyais qu'il avait 32 ans. Sérieux, que j'ai vu là, je suis tombé. Moi, j'ai juste une question pour Christian. Ce qui ressort un peu de l'extérieur par rapport à la gestion des étrangers, c'est évidemment, tu as tes 2 défenseurs étrangers. Vagno, super trouvaille. Et puis à l'attaque, en fait, il y a une rotation et il n'y a jamais Desharnais qui est dans la rotation. Alors moi, sur les derniers matchs, je trouve ça mais vraiment normal. Après, il y a eu là une période un petit peu difficile et là, il n'y a pas eu la rotation. Donc, pourquoi par rapport à son importance dans le vestiaire? Alors, rotation, je suis plus ou moins d'accord. J'essaie de voir qui performe ou non. David, je sais ce que je m'attends de lui quand
quand ça allait un petit peu plus difficile, j'ai eu une discussion avec. Puis j'ai dit que je m'attendais à plus de lui. Je voulais voir, et puis bon, on a eu la réaction. Il a répondu. C'est un gars qui est très important aussi pour le vestiaire. Après Marcus, ben voilà, c'est un gars qui, vous l'avez vu aussi, en camp d'entraînement est exceptionnel. Je lui donne quand même le bénéfice du doute avec sa blessure au doigt. Puis je pense depuis maintenant quelques semaines, on voit un gars qui revient à son niveau. Et puis ça joue entre Delarose, entre Kouakanen, entre Rask aussi. Donc Delarose, un gars qui travaille, il frappe, il joue très intense. En playoff, il va être important. On répète, oui, mais après, voilà, je m'attends quand même un petit peu plus. Kouakanen, c'est un gars qui joue, il est un peu aussi en dents de scie, mais il a 23 ans, le jeune aussi. Là. Donc, il cherche aussi, c'est un gars qui manque de confiance, donc, mais il était quand même notre top scorer avant le dernier match. Donc, j'ai un bon problème. Puis Rask qui est supposé être ou qui devrait être un top joueur, tu le regardes aux entraînements, c'est un gars qui a vraiment tout. Je l'ai trouvé bon, mais juste sur Kouakanen, ce qu'on avait dit avec Mika, on avait observé ça, on pense qu'il a beaucoup de potentiel, mais je l'ai trouvé en début de saison un peu impatient. C'est-à-dire sur les powerplays. Il voulait vraiment marquer son territoire, faire des points. On sait qu'il a beaucoup d'ambition pour retourner là-bas. Et du coup, des fois, ça aussi dans la gestion. Quand par exemple, l'année dernière, il y avait un gros powerplay. Il était fantastique, votre powerplay. Quand t'as un joueur, des fois, qui pourrait encore faire tourner un petit peu pour décaler le box et qui prend des shoots, ça devait pas être simple par rapport à justement tous ces arrivées et puis tes joueurs suisses qui ont performé l'année dernière. Non, c'est clair. Il y a un changement sur le powerplay aussi. Et puis, Kwaka, c'est un gars qui est jeune, il manque de maturité. Donc, il se met aussi une pression. Tout est nouveau aussi. Il faut comprendre que ces gars-là sont pas habitués d'arriver dans une équipe et d'avoir le focus le focus sur eux que t'es un étranger. C'est les étrangers, l'équipe. Ça. Puis ça, en début de saison, je les ai pris les joueurs parce que Marcos était nouveau là-dessus, Vigneault était nouveau, Delarose, les gars. Tu sais, les étrangers, vous êtes des targets. Surtout ceux qui doivent mettre des goals. Surtout, on est à Fribourg. À Fribourg, on parle que de ça. Je veux dire, on les a annoncés avant de saison. On sait que c'est un public, un peuple très, très critique. Et même si on a annoncé Delarose comme attaquant défensif, malgré ça, les gens, ils regardent et puis ils disent, je sais pas, il a quoi ça. Puis potentiellement, ils sont tous censés remplacer Didot pour les gens. Donc, c'est vrai qu'en étant à Fribourg, c'est vrai qu'en plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'à l'époque on n'en avait pas. Heureusement. Heureusement, parce que moi je sais qu'il y a des joueurs qui vont regarder, qui sont sensibles à ça. Moi j'en ai connu sur la fin de ma carrière, je disais mais arrête d'aller dire ça quoi. Mais bon voilà, c'est plus fort que certains et puis c'est des jeunes. C'est des jeunes. On parle de Kouakanen aussi, c'est un jeune, donc c'est vrai que d'arriver dans une équipe comme à Fribourg, il y a une énorme pression des étrangers en Suisse, une énorme pression des étrangers surtout à Fribourg avec son profil où tout le monde l'attendait comme. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, puis stade plein, machin. Exactement. Je sais pas s'ils se rendent bien compte quand ils signent. C'est après quand t'es dedans. C'est pour ça qu'il faudra un petit temps d'adaptation. Bon, là, c'est vrai qu'on est déjà Noël, mais je pense que ça peut aller qu'en s'améliorant. Messieurs, ça fait déjà une demi-heure que nous débattons. Je vais quand même rappeler que si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien, vous écoutez le premier bloc Before avec comme invité Christian Dubé, avec nos rubricaires habituels, à savoir Laurent Perroton, Christian Ponty et Michael Ngoy. Si vous entendez quelques bruits un petit peu bizarres derrière nous, c'est vrai que le bruit de la machine à café a été remplacé par le déguisage des patins, puisque nous avons décentralisé pour une fois et nous sommes bel et bien à la BCF Arena à Fribourg et nous sommes juste à côté du vestiaire des Suédois, puisque vous le savez, il y a les Swiss Ice Hockey Games ce week-end ici à Fribourg. Mais on va quand même encore continuer de parler un petit peu de Fribourg-Gotteron avec encore 2 ou 3 questions qui me brûlent les lèvres. Tiens, j'ai envie de vous parler de Bikoff. Ça doit vous embêter un peu, ça, non? Non, pas du tout. Je savais que vous alliez me répondre ça. Mais enfin, on parle quand même beaucoup d'André, de son utilisation et de son avenir. Comment vous le voyez? Alors, son utilisation, André, depuis 3 ans, son poste ou son rôle a un peu changé. C'est un gars qui joue présentement sur la 4e ligne à l'aile, joue à 4 contre 5. J'ai une discussion très, très ouverte avec André. Les derniers jours aussi, ça part dans les médias. J'ai pas de problème avec ça. Mais je suis très honnête avec le joueur. J'ai une bonne relation avec, je le répète.
très, très bonne relation avec André. On est très... ça fait maintenant 12 ans que je suis à Fribourg. J'ai joué avec pendant 4 ans. Ça fait 8 ans que je le gère, 4 ans que je le coach. Donc voilà. Très bonne attitude, travaille fort. Quand je l'ai mis à l'aile, au début, il était très sceptique. Maintenant, il me dit, j'adore ça. Il est capable de jouer à l'aile, au centre, sur différentes lignes. Donc, son avenir est encore ouvert. J'ai dit, comme je le dis publiquement, dans son rôle présentement, est-ce que je garde André ou je vais avec un joueur plus jeune? C'est simplement. Donc, c'est vraiment le role player type, cette fois-ci, dans votre esprit. Exactement. Il n'y a pas question de le remettre, de remodifier un peu. Vous aimez bien modifier vos lignes, quand même. Ben, c'est aussi une des choses qu'on remarque. Une ligne marche bien, pouf, le match suivant, elle n'est plus là. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec J'exagère ça. un peu. Oui, un petit peu. Quand ça va bien, je garde, mais souvent quand on marque pas ou j'ai besoin d'un étincelle, je détestais en tant que joueur un coach qui restait inactif derrière le banc. Je détestais ça. Je me disais, purée, réveille-toi, fais quelque chose. Donc peut-être je le suis trop, peut-être. J'ai des discussions avec les joueurs qui disaient, Christian, c'est pas facile quand tu changes tout le temps. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc j'essaie de me calmer aussi, mais il faut comprendre que quand je change un étranger, ben ça change automatiquement les lignes aussi. J'ai 7 bons étrangers. Tu changes ta chimie d'équipe. Donc, ça change tout. Donc, c'est dur. Les dernières saisons, on avait Daniel Brodin qui était un peu comme notre extra étranger. Donc, c'était un peu plus facile. Il restait à l'extérieur. Puis, si j'avais un gars qui allait vraiment mal durant quelques matchs, je mettais Daniel. Exactement. Tandis que là, c'était un joker, en fait. Un petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la difficulté. J'ai de la peine présentement à dire à un joueur, tu vas rester pendant 10 matchs à l'extérieur puis garder les mêmes lignes. J'aime avoir ou mettre cette pression un petit peu sur les joueurs de vous voulez rester dans le line-up, vous voulez rester la ligne ensemble, mais performer. Donc, puis pour revenir sur André, j'ai absolument rien contre le joueur. C'est juste qu'une équipe, ça évolue. Et puis moi, je dois voir qu'est-ce qui est mieux pour l'équipe. Parce que on dit à Fribourg qu'on n'a pas beaucoup de jeunes. Voilà, t'as un gars de 34 ans qui arrive en fin de contrat. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est de la gestion normale. Pour moi, c'est sûr que son nom fait que c'est différent. Mais après, à la fin, on a quand même l'organisation ou l'équipe qui a le plus de joueurs locaux. C'est juste. Voilà, je veux dire, mais j'adore André, j'ai pas un mot. Mais c'est un joueur couteau suisse en plus, tu peux le mettre partout, il est pratique. Comme Nathan un petit peu, ouais. Nathan Marchand, il a un peu le même rôle. C'est un gars de play-off en plus. Oui. Franchement, il répond présent. Par contre, après, il y a le facteur économique, j'imagine, qui joue aussi. Écoute, ça, c'est des discussions que j'ai avec lui, puis encore une fois, je suis très ouvert avec, et puis on a déjà discuté, et puis on va continuer à discuter. Et plus un joueur prend de l'âge, moins sa valeur est évidente. Donc en gros, ça dépend des joueurs. Voilà, à 34 ans, Bikoff ne peut pas prétendre au même salaire que ce qu'il a eu jusqu'à présent. Bon, en gros, déjà, ça avait bien baissé. Changé. Donc, mais il produit plus offensivement comme avant, mais par contre, il peut être très utile. Il peut être très utile. C'est toujours comment tu l'utilises, à quel prix. Le rôle choses qui font. Mais excuse-moi. Juste une minute. La difficulté aujourd'hui, c'est Christian, il a la double casquette. Donc évidemment, avec un budget qui est pas conséquent comme certains budgets de l'autre côté. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Après, évidemment, il y a un mouvement junior derrière. Il y a des joueurs qui ont été placés en Swiss League. Donc il faut regarder tout ce genre de choses. Après, André, il a été extrêmement percutant et très très performant en play-off, notamment contre Lausanne. Là, je l'ai trouvé vraiment. Il a mis des goals tellement importants. Donc voilà, il peut se sublimer, mais est-ce que c'est suffisant pour retrouver un contrat? Ensuite, André, de source sûre, il y a des clubs qui sont intéressés aussi dans un autre rôle. Peut-être des équipes de plus bas de classement, etc. Donc à voir la suite, mais ce qui est vraiment difficile à Fribourg, ce que je vois de l'extérieur, ce que je ressens, c'est que il y a quand même des joueurs emblématiques avec des familles emblématiques. Et ça, c'est au quotidien. Toi, tu es directeur sportif, Christian, tu dois faire tes choix. Mais c'est pas comme partout ici. Mm-hmm. Donc, il y a tout cet aspect aussi. Heureusement que tu connais très très bien la Suisse, ça fait longtemps que tu es là. Mais je pense que ça doit pas être simple tous les jours. Michael. Ouais, non, c'est sûr que tout le monde en parle parce que on parle de Bikoff. C'est ça le problème, c'est que si ça avait été quelqu'un d'autre,
Voilà, je veux pas dire qu'on a les mains, enfin Fribourg a les mains un petit peu liées, il peut pas faire ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on parle d'André, on sait l'historique de son père, on sait l'historique un petit peu, les gens aiment bien un petit peu les clubistes, hein, il a quand même aussi fait les beaux jours il y a 10 ans, lors de la finale notamment, et puis avant de ce club, donc c'est vrai que c'est des décisions un petit peu plus délicates, mais bon après je pense que, comme tu dis, tu parles franc jeu avec lui, il sait très bien que de toute façon la baisse de salaire il l'aura, ça il en est conscient à mon avis, hein. Moi sur mes dernières saisons de joueur, hein, on sait très bien que déjà avant Noël t'as rien signé, de deux, tu sais que l'enveloppe, t'es vieux, ton rôle il change, tu t'en il es a déjà conscient, changé, hein. ça c'est clair. Il l'a déjà changé, puis je pense qu'il en est au courant, c'est sûr. Un truc qui est bien, c'est que tu le connais bien, tu sais que physiquement c'est pas le problème, hein. Bikov à 20 ans ou à 34 c'est le même, hein. C'est toujours une monstre machine physiquement, donc tu sais que pour ça que tu peux compter lui, mais c'est vrai que maintenant la question à se poser, hein, c'est que voilà, t'as ton ailier de quatrième ligne, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est sûr, ça rentre quand même en évidence le fait que ce soit André Bikov et que tu dois gérer un petit peu les choses autrement. Juste rajouter, dans la formation aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, le niveau National League est tellement haut que la formation en Suisse, elle est insuffisante. Quand tu sors de Junior Elite, à moins d'être une exception, d'être un talent, et si tu es un vrai talent, tu es drafté et puis tu pars. Donc les vrais bons, il n'y en a pas. Donc tu peux les placer en Swiss League. Ici, ça râle un peu, on a placé ce joueur, mais il n'est pas prêt. Tu préfères qu'il reste en tribune et qu'il joue pas, qu'il ne développe pas, ou tu le envoies jouer en Swiss League et tu le développes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Genève aussi avec certains jeunes, et je pense que c'est important pour ça. Et aujourd'hui, est-ce que dans ta formation ou dans tes joueurs que tu as placés, il y en a un qui est capable de remplacer André? Si c'est le cas, oui, il faut se séparer d'André. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai vu Nicolas qui revient de Suède. C'est Nicolas son... Oui, Nicolas, voilà. Bon, j'ai pas vu grand chose, j'ai juste vu qu'il a un bon one time et puis c'est un petit droitier. Il y a une petite idée derrière, j'imagine. Je sais pas s'il va être prêt dès la première année, mais en tout cas. Donc le but, c'est de l'envoyer en Swiss League l'année prochaine. C'est un petit joueur de centre qui est très explosif, joue bien des deux côtés de la patinoire. Il peut jouer à l'aile aussi. Donc le but, c'est vraiment, on l'avait fait jouer, on l'a envoyé en Suède. Il a progressé, mais maintenant, comme tu as dit, Laurent, il y a vraiment un gros step entre le niveau junior et ce qui a changé, c'est que les directeurs sportifs aujourd'hui, ils placent leurs joueurs et en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre ça en Suisse. C'est-à-dire que le niveau, il est tellement haut que c'est très très difficile d'intégrer un jeune comme ça. Donc, mais il y en a peu qui sont prêts la première année. Lorsque tu le mets, tu prends un joueur dans ton contingent qui est 15e attaquant et qui joue jamais. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le placer, ou comme certains ont fait, ils ont envoyé des joueurs à Joie, ou le placer dans une équipe de bas de tableau, ou le placer en Swiss League, évidemment. Évidemment, le joueur, il faut qu'il se développe. Et c'est pour ça qu'on a une longue émission là-dessus où j'ai parlé de ça. Il faut revoir la Swiss League. Il faut absolument qu'on prenne le système finlandais avec des joueurs de moins de 23 ans, etc. Qu'on arrête avec ces juniors élites qui ne marchent pas, parce qu'aujourd'hui, les meilleurs juniors, ils ne jouent pas dans le championnat. Du coup, ça affaiblit le meilleur. Ouais, j'ai été voir Genève, Fribourg en junior élite. J'ai halluciné de la tristesse. Non mais je suis désolé, c'était triste. Mais bon, tous nos meilleurs juniors ne jouent pas à Fribourg. On a Loïc Gallet qui joue à Winterthur, notre gardien. On a Kevin Nicolet, on a Julien Rod qui est en Suède aussi. Mais ça vous embête quand même de voir vos élites bons derniers cette année. Oui, mais alors si je mets tous mes bons joueurs, j'en ai 4-5. On n'est probablement pas dernier. J'ai Valdemar qui est aussi en Amérique. Donc voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Si tu veux que tes jeunes progressent, c'est difficile de les faire jouer U20. Et juste rajouter sur les U20, il y a Lausanne qui est bien classé, mais ils ont tous leurs meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, ils ne sont pas placés dans les clubs de Swiss League. Donc évidemment qu'avec 400 joueurs aujourd'hui en junior elite, tu fais la différence. Et puis là maintenant, il n'y a pas de relégation en U20. Donc on se dit, on fait jouer les plus jeunes. On a une équipe hyper jeune présentement, des 2005, des 2006. Donc voilà. Développement. À l'époque, j'avais fait les demi-finales en junior. En face, il y avait Berger, Yosi, Chervet. Enfin voilà. Aujourd'hui, ça existe presque plus. Tu retrouves pas ça. Même bien, ils sont mieux du classement, ils mettent leur juniorette, mais ils les placent à chaud de fond, ils tournent. Puis si on regarde le système, les gens comprennent pas pourquoi nos jeunes ne jouent pas en National League. Regardez en Amérique, le gars qui sort du junior, il joue pas en NHL, il va jouer en AHL ou en East Coast League et tranquillement, dans 2-3 ans, il arrive à jouer en NHL. Donc, le niveau a tellement augmenté de National League que
on a des juniors à tous les jours qui s'entraînent avec nous. Tous les jours, on a des juniors. Ils voient eux-mêmes que le niveau est autre qu'avant. Tu vas dans la bande, t'es junior, tu fais 70 kilos, t'as Artikainen qui arrive. De la Rose, un contre un. T'imagines de la Rose. Non, mais il y a quand même cet aspect aussi physique. Hein. Bon, donc, si je comprends bien, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est bien de pouvoir un petit peu répartir, quitte à ne pas faire gagner forcément toutes les équipes. Il ne nous reste même pas un quart d'heure, messieurs. Ma dernière question bateau pour Christian Dubé. Après, si vous voulez, on peut aborder d'autres thèmes. On va encore écouter Michael Ngoy. Mais est-ce que le coach, enfin, vous avez les deux fonctions, est-ce que le coach et le directeur sportif sont parfois pas d'accord entre eux? Oui, des fois, je dois les séparer ou raisonner. Mais heureusement, j'ai Gerd Senerzan, qui est mon assistant directeur sportif, qui est assez à l'opposé de moi et qui est... C'est imprudent. Moi, lui, il est très, très calme et très posé. Donc, il y a ce rôle de me raisonner puis de me remettre en place. Et puis, on discute énormément. 10 fois par jour, on est tout le temps au téléphone. Donc, j'ai beaucoup d'aide de lui qui me fait du bien. Puis après, j'ai Pavel aussi, qui est à l'opposé de moi en tant qu'assistant coach, qui est très calme et tout. Donc, ce qu'on a dit sur le plateau, on parlait de Volven avec Métropole. Ouais, Glenn. J'ai dit que c'était un peu un binôme qui ressemblait un peu à tous les deux. Exactement. Volven est un peu comme moi. Sauf que Volven, il est inquiet. Vous n'avez pas l'air inquiet. C'est ça la grande différence. Il n'a pas de contrat pour l'instant. Il n'a pas signé. Ils ont dit après les fêtes, il attend la Spengler. Michael, encore une petite précision à apporter? Non, moi c'est bon, j'ai fait le tour par rapport à ce que j'allais dire avant. Puisqu'on est à Fribourg, on dit quand même deux mots et on va profiter aussi de votre opinion sur ces Swiss Ice Hockey Games avec ces 3 matchs. Donc il y a eu le match contre la Suède hier, il y a encore 2 matchs contre la Tchéquie. Ce sera samedi, donc demain, et puis contre la Finlande dimanche. Attention, horaire particulier, dimanche 13h, c'est assez rare. 3 gardiens fribourgeois dans la sélection. Tiens, c'est marrant ça quand même. Ouais, c'est assez spécial. C'est cool. Je trouve ça cool pour ces gars-là. Puis surtout la surprise avec Connor qui est là. Donc, Mais c'est pas trop tôt pour lui. Il sort d'un super mois, je suis d'accord, mais d'en faire d'un numéro 2, parce qu'il était quand même numéro 2, un gardien de l'équipe nationale, c'est bizarre quand même. Oui, mais je pense qu'ils veulent juste le voir s'il y a des gars, et s'il y a du gars, c'est comment il va gérer la pression. Donc non, je pense que c'est une bonne chose déjà d'avoir un œil sur lui aux entraînements, puis un match, pourquoi pas. C'est une question de budget. C'est comme ça, ils dorment à la maison, les 3 moins chers à l'hôtel. Mais c'est vrai que quand on voit que finalement on a toujours eu de bons gardiens à Fribourg, alors là il y a la blessure de Berra, et puis on a vu quand même que c'était compliqué de gérer les gardiens à Fribourg, alors qu'il y en a plein qui sont bons. Vous avez essayé de récupérer Ludovic Weber, ça n'a pas marché. Maintenant on a donc Jeffrey Meyer qui est là. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas bien utilisés ou pas assez utilisés. Vous pensez que c'est un peu le travail aussi de David Abicher? Est-ce que c'est un argument pour faire venir des gardiens travailler que David Abicher aujourd'hui? Oui, je pense que oui. C'est pour ça que David, on a continué avec lui aussi pour le futur. Je pense qu'il fait un très bon job on a vu avec Ludo. L'ascension qu'il a eue était à Zurich. Pour moi, a pratiquement volé le job l'année passée à... je me rappelle plus. C'est gardien suisse, tu dis Fluller, et puis par la suite aussi bien performé que l'étranger. Que Kovar. Kovar, exactement. Puis cette saison, encore une fois, il n'a pas joué des tonnes, mais quand il joue très bien. Donc, c'est un peu le dindon de la farce à Zurich, Ludovic Weber. Est-ce que Fribourg peut une fois peut-être régler le problème? Je ne sais pas. On a déjà discuté avec eux, mais pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Moi, ce que j'avais dit... L'après-Béra. Non, mais ce que j'avais parlé... L'après-Béra. Non, mais attendez, l'après-Béra, non? L'après-Béra, il y a encore la saison prochaine, donc le contrat de Ludo n'est pas dans le même timing non plus. Donc, problème de timing. Mais tout peut se régler, ça dépend toujours des deux. On sait qu'un contrat, exactement, ça peut se rediscuter. Ce que j'avais dit, c'est un peu une secte, les gardiens. C'est quand même mon père était gardien, c'était compliqué au quotidien, donc je peux en parler. Donc, mais le fait qu'il y ait Abicher, enfin, en tant que gardien, t'aimes bien travailler avec ton entraîneur gardien. Et puis Hughes, la progression qu'il a eue, il peut quand même, à mon avis, remercier David Abicher un petit peu, à mon avis. C'est clair, Connor a très bien progressé avec David au début. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et puis, je pense que Connor aussi, une meilleure attitude et tout. Donc il doit maintenant, avec le rôle qu'il a aujourd'hui, je vois mal arriver l'année prochaine puis jouer 5 à 7 matchs, c'est impossible. Alors là, pour parler un petit peu d'autre chose,
Mika, je voudrais son avis, mais moi je suis désolé, Hughes à Lausanne, il se met dans le pétrin. Pourquoi ? Parce qu'il y a Poulenov qui est un très très bon gardien, déjà premier point, et la pression que tu peux avoir quand tu viens à Lausanne, là il est un petit peu dans un cadre, même si Fribourg on sait que c'est difficile, mais on est patient avec lui parce qu'il était le deuxième, il y a Béra qui est blessé, mais s'il vient en tant que transfert avec un salaire conséquent, on sait qu'à Lausanne on aime bien donner des gros contrats, je peux dire que pour moi c'est pas un bon choix. Ouais, mais et puis attention, pardon. Ouais, excuse-moi, non, mais c'est juste, je voulais dire que lui, je pense que c'est son premier gros contrat qu'il aura, hein, c'est sûr. Alors là où je suis étonné, c'est vrai que maintenant on connaît un petit peu la pénurie de gardiens, et c'est vrai que si on peut se permettre d'avoir Connor Hughes, parce que maintenant on voit que idéalement une situation idéale c'est comme à Genève où on a 2 super bons gardiens suisses, là c'est sûr pour Christian ce serait impossible de le garder, parce qu'un gardien comme ça maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait être numéro 1, il va pas rester derrière Béra, on est d'accord, mais c'est vrai qu'avec toutes les équipes qui cherchent un bon gardien, je pense que financièrement il aurait eu aucun mal à trouver de l'argent n'importe où. C'est vrai que la décision de Lausanne, après je sais pas si c'est Svoboda à l'époque, il y a quelques semaines quand il était en charge, si c'est lui qui les a signés, si c'est John Foust, si c'est à mon avis John Foust, je sais pas s'il a mis, ou bien je sais pas si vous avez des chiffres, mais est-ce qu'ils sont toujours dans cette même stratégie de surpayer les joueurs? Si c'est dans ce cas, c'est vrai qu'un joueur qui arrive à 26 ans, il a toujours été payé un minimum, un salaire de deuxième gardien, puis que tout d'un coup il voit des gros montants, elle n'a pas du gain. Oui, sûr. Mais je suis d'accord avec toi, mais de signer un gros contrat à Connor Hughes, ok, mais est-ce qu'il était à son niveau, au-dessus de son niveau? Voilà, c'était ça la question. Il est peut-être un peu en sur-régime comme les autres, comme certains autres Fribourgeois la saison passée. Il a 2 mois de gros hackers. Non, mais pour lui c'est une sécurité. Il a 2 mois de gros hackers. Je crois qu'on est d'accord. Je parle pour le club. Ah ouais, bien sûr, au niveau du club, ça c'est un très gros risque, parce que c'est vrai que attendons de voir sur le long terme, enfin même sur le moyen terme. Déjà, je suis impatient de le voir s'il lui donne du temps de jeu là, contre des équipes internationales, voir ce que ça donne. Puis si tu vas à Lausanne, t'as de la pression. Ah non. T'es pas à Langnau, non mais c'est. À Fribourg aussi quand même. Hein. Oui, mais c'était pas prévu au début. Dans le statut actuel, il en a moins. Dans le statut actuel, il en a moins. C'est pour ça que je dis. C'est pas pour rien si on dit que Fribourg-Gotteron c'est le petit Canadien de Montréal quand même. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de discussions. Juste en aparté, je suis arrivé, moi je viens pas souvent ici, j'étais au bistrot, il y avait des gens que vous connaissiez. Ludi, ils m'ont attrapé, j'ai dit oula, ouais, ils sont là tout le temps quoi. Ah non, tu peux aller n'importe où. C'est fou. C'est fou. C'est pas une grande ville, Fribourg, mais. Mais tu vois, en ville, le hockey, c'est la religion ici. Donc, c'est fou. Tu peux pas passer inaperçu. Et puis vos taux de remplissage, c'est un truc de fou. Ça, c'est magnifique. Puis la patinoire est magnifique. On a un bel outil. Bon, on dit quand même 2 mots sur l'équipe de Suisse. On a parlé de Hughes, son équipe de Suisse. Qu'est-ce qu'il faut attendre globalement des 3 matchs de l'équipe de Suisse? Parce que ce ne sont pas vraiment les équipes suédoises et finlandaises, puisque ce sont les étrangers de Suisse, quoi, en fait. Oui, alors je le redis, il y a 2 choses importantes. Il y a la revue d'effectifs. Donc là, on fait un petit peu tourner les effectifs et on a mis des gars au repos. Ensuite, pour la sélection officielle, pour les championnats du monde, on sait qu'on peut avoir 3, 5, 8 joueurs NHL selon les résultats des franchises. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose très importante, c'est faire des résultats pour rester dans ce tournoi. Ils ont fait un excellent tournoi en Finlande. Il faut quand même faire des résultats. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 10 clubs représentés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qu'on a dans le profilage qu'on n'a pas forcément en Suisse et que moi j'aime beaucoup, comme Riedi par exemple. Je suis très content de le voir là. L'autre néophyte. J'étais impatient de le voir au meilleur niveau, voir comment il va réagir, parce qu'il a été surprenant. On en avait beaucoup parlé au Festi Hockey, je l'avais trouvé très bon. Et donc du coup voilà, ça va être intéressant de voir, et puis de jouer contre ces nations là, c'est toujours impressionnant. Là, tout à l'heure il y a l'équipe de Suède qui s'entraînait. Des gros gaillards, mais tellement agiles, franchement le niveau a tellement monté. On va prendre du plaisir à voir ces matchs. Christian Dubé, le fait qu'il y ait pas mal de Fribourgeois dans la sélection, ça vous embête un peu, non? Ils ne peuvent pas vraiment décrocher. Alors que vous auriez aimé qu'on se nettoie un petit peu la tête, non? Plus ou moins, je suis content parce que les gars vont jouer à ce niveau-là, c'est toujours intéressant. Un gars comme Rask qui n'a pas joué beaucoup dernièrement, même Sorensen jouer avec ses coéquipiers, je pense que ça peut être... La confiance. Exactement, je pense que ça a du positif pour nous. Un Connor Hughes qui va pouvoir jouer un match ici à la maison devant je pense que les gars vont être contents. Kylian Mottes, ça va leur donner confiance aussi. Donc, non, je vois pas ça négativement. Je voudrais juste rajouter, après je donne la parole à Mika, j'ai beaucoup parlé, mais sur la Champions League, à chaque fois ça vous a remis dedans, et j'ai vu le match où vous avez été éliminé et j'étais furieux. J'étais furieux parce que
tu peux jouer, peut-être aller chercher un titre de champion d'Europe et tu fais un match comme ça. J'étais extrêmement fâché. J'ai vu tes déclarations, mais j'étais 100% d'accord parce que là, il y avait vraiment un manque d'envie, de niaque et c'était fou, quoi. Ce qui est difficile, c'est qu'en plus, tu parles aux joueurs. Je repars tout le temps le matin du match, le soir avant le match, d'essayer de les pousser puis de dire, les gars, on était à 4-5 victoires de gagner quelque chose. Et puis, c'est ce que je trouve dur, que les gars n'absorbent pas ce message-là et puis ont de la peine à se pousser sur la glace. Quelconque compétition que tu joues, en tant que sportif, purée, si t'as la niaque puis t'as l'envie de gagner, tu donnes à 100%. Je comprends pas ça. T'as vu Zug? Comment ils jouaient? Je l'ai dit en Tchéquie, ils se sont fait frapper. Mais regarde pourquoi il n'y a aucune équipe suisse qui a gagné ce tournoi-là depuis le début. Tu vas me dire parce qu'on n'est pas bon en Suisse? Ben non, c'est parce que simplement cette mentalité-là on l'a pas comparé aux Suédois ou ça. Chaque année, c'est la Suède ou la Finlande qui sont là. Et c'est pas normal. C'est pas un manque de talent. Non, pas du tout. C'est simplement que, oh purée, il faut aller à Skellefteå. Oh purée, ça va être long, ça va être... Donc, non, mais ça manque de passion. Non, ça manque de passion. C'est naturel. On a fait une Champions League en plus, nous, avec Ambry. Donc, on avait fait cette fameuse année des playoffs. On avait fini 5e. Mais finalement, comme il dit, c'est vrai que Dubé, avec Christian, c'est cette mentalité-là. Parce qu'un petit club comme Ambry peut finalement, sur une surprise, t'as pas besoin de gagner beaucoup de matchs pour être champion. Mais malgré ça, avant la saison, super motivé, c'est cool. Ça remplace les matchs à la Vallée de Joux. Prépa, ouais. Enfin, ces matchs de prépa. Mais une fois que le championnat il a commencé, c'est ça qui est plus difficile pour les joueurs. Je l'ai fait pas mal de fois, cette Champions League. C'est de réussir à re-switcher de la saison jusqu'à la Champions League. Et c'est vrai qu'après, ces matchs en mardi, en jeudi, je sais pas où. Du coup, quand tu perds, il y a une partie de l'équipe qui est soulagée. Et c'est d'où la mentalité que tu peux pas être soulagé, t'as perdu, c'est fini, t'auras plus une deuxième chance de pouvoir la gagner cette saison. Et c'est vrai que quand t'as cette mentalité-là, c'est vrai qu'il y a une petite partie des joueurs qui veulent gagner, mais il y en a quand même qui se disent mais c'est Champions League. Mais ce qui est difficile, c'est aussi les gens, les sponsors, les médias. C'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est les championnats. Que Fribourg-Gotteron soit champion de la Champions League, ils font pas les playoffs, ça va être une catastrophe. Donc, et c'est malheureux. Regardez au foot, la Champions League, l'importance. Mais bon, il y a des montants, c'est très différent. Mais juste pour donner un exemple aussi, si on se qualifiait pour les demi-finales, donc on jouait à Davos ce week-end-ci, on devait jouer déjà mardi au nord. Beaucoup, donc, après le match de Davos, tu finis, tu rentres à 2h du matin, tu dois aller directement à l'aéroport. Coucher là, tu fly le lendemain, tu joues, tu reviens, tu joues le jeudi et vendredi contre Québec. Donc, puis on n'a pas les moyens, on se donne pas les moyens pour réussir. Tout est calculé, on perd de l'argent avec ça. Déjà, le budget, c'est compliqué, donc tu peux pas flyer charter, tu peux pas aller avec un vol privé parce que c'est trop cher. Donc voilà, c'est pas facile. Nous, on essaie de pousser, mais en même temps, tout n'est pas réuni. Il n'y a que Zug que j'ai vu jouer, spécialement contre les Allemands. C'était un match vraiment... Les Tchèques, les Tchèques, j'ai pas vu, j'avoue. Mais en tout cas, le match retour contre les Allemands, où vraiment, ils se sont fait frapper. Mais vraiment frapper. On a vu que c'était les champions. Voilà, c'est très, très solide. Et en fait, vous, ça vous a remis à l'endroit quand même. Il y a plein de matchs où vous étiez en championnat moyen, vous avez fait une bonne performance et direct derrière, vous avez été bon en championnat. Moi, j'adore ce tournoi. L'année passée aussi avait été très bon pour nous. Comme Michael dit, les matchs amicaux, tu détestes ça. Au moins, c'était la Champions League, tu peux aller. Puis je pense qu'aussi se regrouper en tant qu'équipe, passer des jours ensemble, des soupers, des soirées, je pense que c'est important. Donc, mais après, rendu à une étape, c'est plus que ça. Puis avec notre championnat qui est quand même assez demandant, je suis 3 matchs par semaine, l'effectif. Donc, il y a plein de choses qu'en tant que coach et directeur sportif, tu te dis, purée, est-ce que ça vaut la peine aussi? Parce qu'après, si dans le championnat, tu es juste limite, même Zug, il le paye un peu. C'est vrai que des fois, c'est dur, mais peut-être que c'est de l'acquis pour après aussi. Sorensen, je l'ai perdu 3 mois. Pourquoi? Match ici, justement, une bagarre ici, donc tu te dis, mais à contrario, Hughes, il a performé. Ah oui. C'est là qu'il a eu confiance. C'était ses matchs à lui, il jouait bien. Moi, ce que j'avais dit, c'est que le fait qu'il était très performant en Champions League, ça t'a donné aussi de la confiance pour aller chercher un gardien étranger. Mais la différence avec Zug, eux, c'est leur objectif prioritaire.
Ils veulent gagner la Champions League, ils l'ont annoncé. Et comme tu viens d'être 2 fois champion... c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais le public n'a pas compris, il n'y avait même pas 4000 spectateurs pour le match décisif contre Anfield, malheureusement. Ouais. Messieurs, le temps passe malheureusement. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais il y a quand même encore un point que je voudrais aborder. Le dernier point, mais qui est vraiment d'actualité, c'est ce qui s'est passé à Ajoie. Alors je ne sais pas si Christian Dubé a envie de s'exprimer sur un autre club. Il peut pas, c'est compliqué, mais j'aimerais quand même avoir... Toujours. alors on commence avec Christian Dubé. Donc Péchan n'est plus l'entraîneur d'Ajoie. Est-ce que ça vous étonne? C'est sûr, c'est jamais plaisant de voir un autre coach se faire congédier quand tu donnes 2 ans de contrat. Donc, je pense que tu as une certaine confiance que la personne est la bonne personne, elle va être capable de tourner la chose. Par contre, c'est pas facile si tu regardes l'effectif qu'ils ont. C'est, comme je l'ai dit, oui, ils ont 6 étrangers, mais tout le monde s'est amélioré dans la Ligue, donc c'est difficile. Ça reste insuffisant. C'est difficile. Regarde le budget qu'ils ont. Donc, est-ce que c'est une grosse surprise? Non. Pas vraiment. Mais ils s'attendaient à quoi? C'est quoi les objectifs au début de saison? C'était de faire les playoffs? C'est quoi exactement? Moi, je connais pas de fond en comble Ajoie, mais je veux dire, je pense que la structure était beaucoup mieux est-ce qu'il y a des problèmes à l'interne? Il y a plein de choses. On a vu le cas de Vaux aussi, donc moi, je suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais si Julien, après cette décision-là, je pense qu'il se devait de la prendre. Moi, je veux juste rajouter, on va aller dans l'ordre. Déjà, l'effectif s'est amélioré, mais par rapport aux autres effectifs, ils ne sont pas améliorés. C'est-à-dire que la qualité des étrangers par rapport à la qualité des étrangers des autres équipes, non. Les joueurs suisses, ils ont pris des joueurs de Swiss League. Il y en a qui ont performé. Tout le monde parle de Pilet, mais Pilet, moi je l'adore. Je l'ai comme joueur, il n'y a pas de problème. Mais 72 minutes de pénalité alors, dans ta première saison, 5 matchs de suspension, c'est pas possible. C'est le premier point. Ensuite, les gardiens, Wolf performait beaucoup mieux lorsqu'il était tout seul. Malgré la fréquence des matchs, il avait de la fatigue. Et du coup, le duo, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Ensuite, tout le monde parle de TJ Brennan. Mais TJ Brennan, il a tout compris. Il n'a pas un gros skate, il fait des points, mais défensivement, il est scandaleux. Il est scandaleux, je suis désolé, j'ai regardé les matchs, ça va pas du tout. Ça fait ma réaction du but. Non, mais ça va pas du tout. C'est bien, il a compris le fonctionnement du hockey suisse, mais tout le monde parle de son goal, il retourne sa canne, mais défensivement, il faut que tu fasses ton job. Les plus-minus, c'est important aussi. Ensuite, les étrangers, quand on a laissé les clés du camion à De Vos pendant des années, quand tu as un chef qui arrive et puis que ça a changé un petit peu, c'est compliqué. Et j'avais dit, la décision de Pézanne, on avait parlé avec Mika, la décision de Pézanne était bonne. C'est un peu le cas dit Domenico, il prolongeait chez Stift, il jouait pas bien défensivement, il l'a mis en tribune. Mais à partir de ce moment-là, il a signé son arrêt de mort en Ajoie. Je suis désolé, mais c'est à partir de ce moment-là que l'équipe a commencé et il a plus fait de points. Il a mis un goal par hasard là, mais il a plus fait de points. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et Julien Vauclair, il a dit je me suis trompé, mais moi je vous l'ai dit dès le début de saison. C'est un coach qui a entraîné la République tchèque, qui est un petit peu sur le déclin. Il vient en Suisse, il a envie de prouver, puis il a envie de trouver mieux. Il a fait des choses à 5 contre 3, sortir le gardien, même à 5 contre 3, à 5 à 2, mettre un 6e joueur. Enfin voilà, ça c'est de la cosmétique pour moi. Et puis du coup, aujourd'hui on paye, mais en étant raisonnable, en fin de saison, s'ils sont maintenus, il y a Gary Chan qui est prolongé d'une saison, il y a Pézanne qui a encore un contrat d'une année, il va falloir chercher un 3e coach, et là le directeur sportif a une responsabilité parce que en payant ces gens-là, tu n'as pas l'argent pour augmenter ton niveau de jeu. Et aujourd'hui le projet de jeu c'est quoi? Le projet de jeu c'est de jouer à 4 lignes, de reposer tout le monde et de donner des rôles à chacun pour qu'ils soient prêts pour les play-outs, pour pas descendre. Voilà c'est ce qu'est le projet de jeu. Michael. Alors c'est vrai que Ajoie, c'est une situation difficile. Moi, je dirais déjà la première erreur, puis je dirais presque la seule, c'est d'avoir signé un coach à Ajoie 2 ans. Rien que ça. Parce que malgré tout, tu pouvais mettre n'importe quel coach, un coach de NHL. Oui, mais on savait qu'il n'était pas communicant. Avec une équipe de jeunes, est-ce que ça allait aller? Bien sûr, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est juste donner 2 ans à un coach à Ajoie, difficile. Ensuite de ça, c'est vrai que...
je connais pas tous les problèmes à l'interne, mais le problème par rapport à Julien Vauclair, c'est que quand tu as une équipe qui perd 13 matchs de suite et t'es GM, c'est pas forcément que ta décision à toi, hein, tu as des responsabilités envers les sponsors, envers le public, donc toi aussi tu dois montrer une réaction. Donc même si t'as pas forcément des fois envie de virer un coach, on l'a vu avec Marc Gauthier l'année passée, hein, est-ce qu'il avait vraiment envie de virer Pat Edmonds, mais il y a tellement une pression énorme de la part du public, des sponsors, que tu dois au bout d'un moment, et quand ça va plus, puis tu as un chef, c'est lui le chef, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Donc ouais, donner 2 ans, ça pour moi c'était une erreur. Après le virer, est-ce qu'il l'avait vraiment voulu ou pas? Est-ce qu'il serait venu pour une année? Ça c'est la question peut-être. Alors lui pas, mais je pense que tu aurais pu trouver n'importe quel coach. On va encore écouter la remarque de Christian Ponty, et puis on va libérer quand même Christian Dubé, qui nous a fait vraiment un grand plaisir en nous accordant beaucoup de temps, plus de temps de jeu que prévu. Christian Dubé, on est en prolongation. Aujourd'hui, on est en prolongation, mais on est bientôt en mort subite. Donc allons-y, Christian Ponty. Juste pour aller dans la même chose, moi je suis allé regarder un petit peu parce que je me suis dit, mais Pézan c'est qui? Donc Pézan c'était 3 finales, 2 titres, 2 années, non, 1 titre, 2 fois élu coach de l'année. Mais avec quelle équipe? Il avait que des gros joueurs. Et là, t'arrives à jouer, t'es dans le fond du bac, c'est dur. Hein. Et moi, je dirais que, bon, profilage. Je pense qu'il y avait un problème de profilage à la base. Et puis l'autre chose, moi, c'est pas. Le jeu. Ouais, je dirais que la bonne nouvelle, parce que bon, quand on dit, ouais, il y avait des joueurs, mais regarde Cloton. Et franchement, ils jouent leur 4e bloc, ils ont 9 minutes de temps de jeu. Tu peux pas jouer 4 minutes des gars sur ton 4e bloc puis espérer que tes gros joueurs en 23 minutes ils performent, c'est juste pas possible. Et puis l'autre chose, si, un temps, ouais, c'est possible. Voilà, et puis les 10 premiers matchs, après tu t'es. Il y a des blessures, et d'ailleurs voilà. Hazan blessé aux adducteurs, c'est pas par hasard. Ouais, c'est des blessures de fatigue. Et puis bon, moi la bonne nouvelle, déjà je trouve courageux, Vauclair, c'est de ma faute, j'assume. Respect, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent dans le milieu. Oui. Et des gars qui étaient directeurs sportifs qui sont devenus coachs, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il y en a. Ouais. Il y a bien, du côté de Steinegger pour 5 matchs, il y a Christian. Des situations d'urgence. C'est chaud, hein, parce que tu joues ton cul. Quoi. Tu parles d'un gars qui est parti à Davos ou quoi? Non, mais voilà, bien sûr. Bon. Et puis autrement, il y a Faust, mais c'était un peu différent aussi. Bon, messieurs, je crois qu'on va en rester là. Merci. On va remercier Christian Dubé d'avoir joué carte sur table. Hein. Merci à vous. Je vous l'avais dit. Hein, ce sont des gars qui savent de quoi ils parlent. Et j'ai eu le sentiment vraiment d'être intégré dans une discussion de spécialistes. Et je peux vous garantir que c'était très agréable. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Laurent Perroton. Merci à Christian Ponty. Merci à Michael Ngoy. Donc ce premier bloc Before, première diffusion, vous venez de l'entendre. Rediffusion, c'est à 18h et puis à 20h et peut-être même sans doute encore une fois durant le week-end. On vous donne rendez-vous lundi pour le premier bloc, l'after, où nous parlerons pas mal, je pense, de la performance de l'équipe de Suisse de hockey sur glace. À propos, encore une fois, si vous aimez le hockey sur glace, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Bye bye.